La nouveauté d'India Desjardins, ça parle de quoi? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'elle a la note de passage? C'est ce que vous saurez si vous restez jusqu'à la fin pour avoir mon opinion honnête. Publié chez les éditions Québec-Amérique, cet essai va sortir le 6 avril et ça s'appelle Mr. Big ou la glorification des amours toxiques. L'autrice se penche sur les modèles différents qu'on voit dans les histoires d'amour, autant à la télé qu'au cinéma, et elle va souligner le caractère qui revient souvent, qui est assez commun dans les relations qui sont plutôt toxiques. Et je trouve ça drôle à quel point ce livre-là est arrivé dans un bon moment dans ma vie, parce que je commençais tout juste à regarder les films et les séries télé avec mes yeux d'aujourd'hui, mais en poussant un petit peu plus ma réflexion à savoir si une femme paraît vilaine parce qu'elle est à la tête d'une compagnie, puis elle est complètement dédiée, déterminée à faire en sorte que sa compagnie fonctionne. Est-ce que c'est le film qui la fait paraître parfois comme une vilaine, ou si c'était un homme qui était à sa place, on l'encenserait parce qu'on dirait, mon Dieu, il est vraiment déterminé, focus, fait tout ce qu'il faut, mais quand c'est une femme qui le fait, elle a l'air d'être une méchante. Alors bref, c'est de là que je partais. Je vais vous laisser le menu ici juste pour que vous puissiez vous situer parce que cette critique-là a plusieurs chapitres. Alors, on va commencer avec la partie Sex and the City parce que je peux pas faire une critique sur cet essai-là sans mentionner un chapitre au complet parce qu'évidemment, c'est à l'origine du questionnement d'India. Puis, la seule chose que je connaissais de cette série-là, c'était ce que Raj avait dit dans The Big Bang Theory. No, the sixth season is great. We go to Paris with Carrie and get our heart broken, and then Mr. Big shows up. We don't know if we can trust him again. It's a wild ride. Alors c'est vraiment pas une série qui était de ma génération parce que le premier épisode a été diffusé quand j'avais 4 ans et le dernier quand j'avais 10 ans. Donc c'est pour ça que à 10 ans, c'est pas ce que mes parents me laissaient écouter. Mais j'ai quand même écouté quelques années plus tard le premier film, puis je l'ai pas vraiment aimé. La seule chose qui m'a marqué de ce film-là, ça a été la scène. Spoiler alert. Freaked out for a minute, but I'm ready now. I knew you would do this! I am humiliated! I'm sorry. I'm sorry, kid. Come on. Fait que ça me donnait pas une très bonne impression du personnage de Mr. Big, mettons. Bref, si comme moi vous avez écouté aucun épisode de la série, vous allez quand même aimer cet essai-là parce que la manière que India le raconte, c'est vraiment bien résumé, puis on est remis dans le contexte. Ça me donnait vraiment le goût de savoir la suite, comme si j'écoutais vraiment la série, puis je voulais savoir d'un épisode à l'autre qu'est-ce qui allait se passer, comment le personnage allait réagir suite à tel comportement étrange de Mr. Big, qui est son intérêt amoureux. Fait que c'était vraiment intéressant d'en savoir un petit peu plus sur la série, mais vu par ses yeux d'aujourd'hui, tout en étant avec des flashbacks de à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle en avait pensé. Donc c'était le fun, puis je comprenais vraiment l'effet cliffhanger de la série. Idem aussi pour tous les films qu'elle a mentionnés, qui étaient pas de mon temps, que j'ai pas vu. Vous avez vraiment pas besoin de les voir vous non plus. Elle faisait vraiment un court résumé en allant vraiment droit au but du point qu'elle voulait souligner. Puis lorsque j'avais le goût de voir une scène précise parce que c'était intriguant puis je voulais voir ça avait l'air de quoi à l'écran, j'allais la voir sur YouTube. J'ai aimé aussi qu'elle souligne pas juste les défauts de la série, mais aussi tout ce qu'elle avait aimé, puis elle est encore une très grande passionnée, puis ça l'avait marqué. Alors inquiétez-vous pas pour ça non plus, là, si vous l'avez vraiment aimé, puis que vous voulez pas comme que ça ternisse le souvenir que vous avez de la série, c'est pas ça son but. Au contraire, elle souligne à de nombreuses reprises les qualités scénaristiques, en faisant même souvent intervenir les producteurs, réalisateurs ou acteurs de la série, en ayant un peu leur opinion de la relation d'amour des personnages. Au niveau de mon analyse, j'ai beaucoup aimé la forme, malgré que l'autrice s'appuyait sur vraiment beaucoup de sources, d'experts, puis de témoignages. Elle gardait quand même sa voix à elle, dans ses anecdotes personnelles notamment. Donc on sentait pas que c'était un mémoire de thèse, puis qu'il y avait un ton très universitaire. Au contraire, on sentait vraiment la voix de l'autrice. Notamment, l'avis de l'experte qui m'a le plus intéressée, ça a été celle de Joanie Turgeon, qui est psychologue clinicienne spécialisée en recherche pour les problématiques de violence parce qu'elle analysait la situation du couple dans Sex and the City d'un point de vue vrai, comme si c'était des humains qui étaient venus la voir, mettons, en cabinet. Puis c'était vraiment super intéressant de voir son analyse, puis lui il fait ça pour ça, leur relation est vraiment pas égalitaire pour telle raison. Elle sent ça, donc elle se contente de miettes. Donc c'est vraiment très intéressant de voir ça d'un point de vue extérieur.
Sinon, j'ai trouvé que son avis était très complet, notamment 2 sujets qu'elle a abordés qui m'ont beaucoup parlé. Le premier, c'était au sujet de la liberté d'expression. Plus précisément, de la tendance grandissante à vouloir cantonner les artistes à leur seule réalité. Donc, si t'es une femme, tu peux écrire juste des œuvres de femmes. Si t'es un noir, tu peux juste écrire des œuvres de noirs, etc. Et je partageais son opinion sur quoi, en fiction, tu peux quand même écrire sur n'importe quelle réalité. Mais j'ai trouvé ça le fun qu'elle ait cette opinion-là, tout en nous faisant part de son malaise à se sentir très souvent mal représentée par les personnages féminins qui nous étaient présentés par des hommes écrivains. Effectivement, moi non plus, je voudrais pas les obliger à seulement se référer à leur réalité parce qu'à un moment donné, c'est plate, puis tu veux explorer aussi pour même comprendre la réalité de d'autres personnes. Quand c'est bien fait, c'est sûr que c'est vraiment le fun, mais c'est seulement quand il manque de recherche ou que la personne a des idées arrêtées, là, ça donne une mauvaise représentation, puis les gens qui sont concernés, ils sentent que l'auteur dit n'importe quoi dans le fond parce qu'il connaît pas c'est quoi pour vrai. Donc, c'est sûr qu'il y a un petit danger là-dedans. Le deuxième sujet auquel elle a consacré un chapitre complet qui m'intéressait vraiment beaucoup, c'est la fiction au sens large. Donc, ses effets autant petits que grands. Puis elle pense que justement, en ayant des mauvais exemples à la télé ou dans les films, ça peut avoir une incidence négative sur nous parce que ce soit au niveau de nos attentes irréalistes envers notre relation de couple, que juste qu'est-ce qu'on peut accepter. Et bref, j'étais super d'accord avec la conclusion qu'elle a eue de ce chapitre-là qui était: je pense qu'on se construit comme être humain grâce aux histoires qui nous touchent, réelles et fictives, et que le prisme à travers lequel on choisit de les raconter a une importance. Effectivement, c'est pas juste l'histoire en tant que telle, c'est le point de vue, comment il représente les inégalités ou le tempérament, caractère du personnage, etc. Au niveau de ce que je retiens le plus, il y a évidemment l'image du fameux prince. Qu'est-ce qu'on a comme perception d'eux? Pourquoi le bad boy qui est juste irrespectueux, contrôlant, puis manipulateur? Pourquoi lui c'est vu comme « Ah, c'est à cause qu'il l'aime qu'il fait ça, puis il est prêt à tout, puis tout ça, puis ça c'est censé être beau, puis vu sous un beau jour. » Versus le gars qui est le good guy, qui est plus tranquille, moins aventureux peut-être, puis qui veut une vie plus rangée. Pourquoi lui c'est perçu comme « Ah, si t'es avec lui, tu vas avoir une vie ennuyante. » La deuxième chose que j'ai vraiment retenue, c'est concernant les relations toxiques. Rester avec une personne qui est nocive pour nous, c'est accepter de laisser une partie de nous-mêmes partir parce qu'on la donne à l'autre puis on la remet entre ses mains puis il fait ce qu'il veut avec nous, versus s'en départir puis s'éloigner de ce contrôle-là, ça fait en sorte qu'on peut s'en libérer. J'aimais aussi que dans son discours, elle souligne à quel point, pourquoi ces œuvres-là sont les seules qu'on voit, comme si c'était les seules histoires dignes d'être racontées, alors que ce sont pas vraiment des bons exemples parce que la plupart contiennent de la violence faite envers les femmes, puis souvent elle est pas nommée ou même, quand c'est le cas, carrément banalisée. Finalement, je me dis que je suis vraiment contente de ne pas avoir été de la génération de Sex and the City parce que peut-être que j'aurais vraiment trippé puis que sur le coup, tu sais, j'aurais aimé ça puis ça aurait peut-être eu une incidence sur mes relations de couple aussi. Juste vous dire, moi, c'est plus Twilight, ma génération. Je l'ai lu quand j'avais 15 ans. Puis le deuxième tome, lorsque, spoiler alert, Edward va laisser Bella, le deuxième tome, là, je surlignais les passages où ce qu'elle décrivait sa peine amoureuse qui était vraiment pas normale, qui était dépressive intense. Elle dormait plus, elle criait dans son sommeil, elle voulait rien faire d'autre, elle se coupait de tout le monde. C'était vraiment épeurant pour un parent. Puis moi, je surlignais ça, puis je pensais que si je vivais jamais rien de tel, ben j'aurais passé à côté de ce qu'est la vraie affaire, le vrai grand amour. On est rendu à la partie de la note. Donc, je donne un bol de riz à ce livre-là parce que j'ai aimé qu'elle ne soit pas tombée dans le piège de prendre une œuvre, de la critiquer avec nos yeux d'aujourd'hui sans la remettre dans son époque, dans son contexte. Puis ça a vraiment pas été ça qu'elle a fait avec ce livre-là, ce qui était bien parce que le piège était assez grand. Un deuxième bol de riz pour son ton qui était juste humble puis en réflexion. Elle était, oui, très analytique, mais pas critique, juste cette histoire-là était mauvaise pour telle raison. Un troisième bol de riz pour sa réflexion en général, juste l'idée qu'elle soit venue à parler d'un sujet comme ça, tellement important, puis de mettre la lumière dessus, puis s'y attarder, puis vraiment dire
pourquoi c'est vraiment les seuls modèles qu'on a dans notre culture populaire, pourquoi ce serait pas des meilleurs exemples, puis elle suggérait vraiment des bonnes idées de comment telle histoire aurait pu être mieux. D'ailleurs, pour tous les fans de Sex and the City, elle aurait écrit la fin de la dernière saison, donc ça va peut-être vous plaire. Moi, je la trouvais bien écrite en tout cas, puis vu que j'ai pas vu la vraie série, je me contente de celle-là. Un quatrième bol de riz pour ses références et ses nombreuses citations parce que j'ai trouvé ça le fun d'avoir son opinion à elle, mais aussi celle des personnes qu'elle a interviewées parce que, comme j'ai dit, son ton était vraiment pas « j'ai raison, moi je trouve que ça ». Non, c'était « je suis en réflexion, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, j'aime bien ton idée, c'est vrai que telle chose. » Puis elle faisait des liens entre ça. Fait que j'ai trouvé ça vraiment le fun qu'on n'ait pas juste une vision, que ce soit assez partagé pour que nous aussi on puisse avoir notre propre opinion à travers ça. Finalement, je donne un 5e bol de riz. Wouh! Donc ce livre, ça mérite la note de 5 sur 5, donc c'est un bol d'or. Parce qu'on sentait que ce recueil-là, c'était oui pour elle, ça partait d'une réflexion personnelle, mais c'était aussi pour les autres. Pour entre autres les jeunes filles qui vont chercher dans les histoires de demain un modèle féminin fort auquel s'identifier, puis qui va être un bon exemple, qui va les inciter à prendre leur place plutôt qu'à écraser sous la pression masculine de faire des choses qui te tentent pas ou de se laisser faire quand on est maltraité, violenté, violé, etc. Donc oui, je trouvais qu'un 5e bol de riz, c'était mérité pour l'influence que cet essai-là va avoir, parce que moi j'aimerais le relire dans quelques années juste pour pas oublier cette réflexion-là, mais également pour voir à quel point les choses ont changé, si depuis on a plein d'autres exemples qui sont des meilleures références à garder et glorifier. En conclusion, j'espère que vous allez essayer de lire cet essai-là parce que j'ai vraiment aimé la réflexion que ça a eu sur moi. Puis le but, c'était vraiment pas de faire la liste des films qui sont bons, les films qui sont pas bons. Au contraire, elle se considère pas du tout comme la police de la fiction. Son but, c'était vraiment de nous montrer des exemples dans les comédies romantiques qu'on avait tant aimées pour qu'on soit capable d'identifier des comportements qui sont pas nécessairement bons, puis se construire un petit peu un esprit critique envers ces œuvres-là, puis être juste un petit peu plus sur nos gardes, puis pas faire genre « ah oui, c'est le meilleur film », mais dans le fond, c'était pas le meilleur exemple qu'on devrait avoir auquel s'identifier. Alors voilà, merci beaucoup aux éditions Québec-Amérique de me l'avoir envoyé d'avance pour que je puisse la savourer avant tout le monde et que je puisse vous en faire aujourd'hui la critique la journée de sa sortie. J'interromps le programme en cours pour vous dire que j'ai un concours finalement avec ce livre-là. Dans le fond, j'ai déjà le mien, mais j'aimerais ça en faire tirer un autre. Donc, laissez-moi savoir dans les commentaires quel couple qui est vraiment apprécié, soit du grand écran ou du petit écran, qui est vraiment idolâtré du public, mais qui, au fond, cache une relation toxique. Vous pouvez m'en laisser un ou plusieurs, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai juste le goût de rire, puis aussi me replacer dans les contextes des films, puis réfléchir à la situation si effectivement elle était toxique ou si c'est des choses que j'avais pas vues ou considérées. Alors c'est ça, simplement un petit commentaire et likez la vidéo pour que je puisse enregistrer votre participation et vous courez la chance de vous mériter ce superbe exemplaire-là de India. Le concours est ouvert seulement aux résidents du Québec et il n'est en aucun cas en collaboration avec la maison d'édition, Facebook, Instagram, YouTube, etc. C'est seulement moi qui ai envie de vous gâter puis de vous faire découvrir cette superbe œuvre que moi je vais garder. Là, c'est pour ça que j'en ai 2 copies pour pouvoir la relire plus tard. Le concours va se terminer dimanche le 11 avril à 11h, tiens, le 11 à 11h. Puis moi, je vais pouvoir faire la pige sur Instagram en story pour vous annoncer qui a gagné. Donc, bonne chance à tous! Sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Bye!